bilan des décès survenus lors de manifestations de chiites lundi au Nigeria est monté à 8. Le journaliste nigérian qui avait reçu une balle à Abuja a succombé à ses blessures. Au Soudan, Khartoum a été de nouveau marqué de théâtre qu'une manifestation. Des centaines d'étudiants se sont rassemblés pour réclamer justice pour leurs camarades tués dans la répression du mouvement de contestation. Il y a environ un an, le peuple éthiopien et érythréen étaient en liesse. Les deux pays venaient de signer un accord de paix, mais l'enthousiasme a vite fait place à la frustration et certains espoirs ont pour l'heure été rangés au placard. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika que nous ouvrons par le Nigeria où le bilan des décès survenus lors de manifestations de chiites lundi au Nigeria est passé à 8. Le journaliste nigérian qui avait reçu une balle au cours de cette manifestation a succombé à ses blessures. Reportage. Precious Oulabi, jeune journaliste de 23 ans, a reçu une balle alors qu'il couvrait les heurts entre la police et les manifestants chiites. À Abuja lundi, il était employé de la chaîne de télévision Channels où il faisait son service national. Le comité pour la protection des journalistes a aussitôt appelé les autorités nigérianes à établir une enquête pour déterminer qui était responsable de sa mort. Au moins 6 membres du mouvement islamique du Nigeria, une organisation chiite radicale du nord du Nigeria, majoritairement sunnite, ainsi qu'un officier de police ont également été tués, selon des témoins de la scène. La manifestation a d'abord été pacifique, puis les policiers ont commencé à sortir en nombre et ont tiré du gaz lacrymogène et les manifestants ont riposté en lançant des cocktails Molotov et ont mis le feu à des véhicules de pompiers, a constaté un journaliste de l'AFP sur les lieux. La police a ensuite tiré à balles réelles et le journaliste sur place a dénombré 6 manifestants à terre ainsi qu'un policier. Le porte-parole de l'Yémen, de son côté, établit un bilan de 11 morts dans ses rangs. Amnesty International a appelé les autorités à ne plus réprimer les manifestations chiites. Dans le sang, l'ONG de défense des droits de l'homme regrette que les forces de sécurité tirent à balles réelles sur des personnes qui exercent seulement leur liberté d'expression. Les partisans de l'Yémen manifestent quasiment quotidiennement désormais dans les rues d'Abuja pour demander la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki, incarcéré depuis décembre 2015. Plus de 2 mois après le début de son second mandat, le président nigérian Muhammadu Buhari a finalement soumis mardi sa liste de ministres au Sénat. Ceci à quelques jours du départ en vacances des sénateurs pour 2 mois. Reportage. Le retard dans la publication de cette liste très attendue a alimenté les tensions politiques et l'incertitude au Nigeria, répétant les événements du premier mandat de Muhammadu Buhari où il avait fallu attendre plus de 6 mois pour que son gouvernement soit mis en place. Le président du Sénat, Ahmed Lawan, a lu mardi les 43 noms des membres du gouvernement qui doivent désormais être approuvés par la Chambre haute. Dans une interview à un journal local publié dimanche, il avait annoncé que le départ en vacances des sénateurs, prévu vendredi 26 juillet pour 2 mois, ne serait pas reporté même si l'exécutif n'avait pas soumis sa liste avant cette date. Il n'a toutefois pas déclaré ce mardi si l'accord des sénateurs serait donné avant leur départ en vacances. Le Nigeria, pays de 190 millions d'habitants, est en proie à de nombreux conflits et défis sécuritaires, craint de revivre le même scénario qu'en 2015, où l'absence de gouvernement pendant plus de 6 mois avait fragilisé l'économie du premier producteur de pétrole d'Afrique et effrayé les investisseurs. En vertu de la constitution du Nigeria, le président doit nommer au moins un ministre de chacun des 36 États de la fédération. Les candidatures doivent être examinées et approuvées par le Sénat. Parmi les candidats figurent d'anciens ministres ayant exercé leurs fonctions sous le premier mandat de 4 ans de Buhari, dont le deuxième mandat a officiellement commencé le 29 mai. La liste contient également des noms d'anciens gouverneurs d'État et de membres éminents du Congrès des progressistes APC, le parti au pouvoir. Le ministre kenyan des Finances, Henry Rotich, a plaidé ce mardi non coupable des accusations de corruption portées à son encontre. Les dites accusations sont en lien avec un projet de construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Reportage.
Henri Rotich et une quinzaine de hauts responsables administratifs ont comparu devant un tribunal de Nairobi pour répondre de plus d'une dizaine de crimes financiers. Ils sont notamment accusés de fraude, d'abus de pouvoir et d'avoir accepté des pots de vin. Tous ont plaidé non coupables. Le juge Douglas Ogoti a ordonné à Rotich ainsi qu'au plus haut responsable administratif de son ministère, Kamo Tougué, de déposer une caution en liquide de 15 millions de shillings, soit 128 000 euros, ou à défaut un titre de propriété d'une valeur de 50 millions de shillings pour être remis en liberté. Il a également exigé que tous deux ne remettent pas les pieds dans leur bureau, considéré comme un lieu de crime, d'ici à la fin de leur procès. Le ministre des Finances, en poste depuis 2013, s'était présenté de lui-même à la police lundi, peu après que le directeur des poursuites publiques eut demandé son arrestation et son inculpation, ainsi que celle de 27 hauts responsables administratifs mêlés à ce scandale. Les deux barrages devraient être construits dans l'ouest du Kenya afin d'améliorer l'approvisionnement en eau dans un pays souvent frappé par la sécheresse et de fournir de l'électricité. Selon Hadji, la conception du projet, l'obtention du marché et le processus de paiement étaient criblés d'irrégularités. 3 cadres du CMC d'Iravena, la firme italienne qui a gagné les contrats, figurent parmi les personnes à inculper. Le chef de la section criminelle de la police kenyane a indiqué qu'il réclamerait des mandats d'arrêt internationaux contre les accusés italiens. Il y a environ un an, les peuples éthiopien et érythréen étaient en liesse. Les deux pays venaient donc de signer un accord de paix. Mais l'enthousiasme a vite fait place à la frustration et à certains espoirs. Et du moins, certains espoirs ont pour l'heure été rangés déjà au placard. Reportage. L'euphorie était palpable dans les mois qui ont suivi la signature en juillet 2018 d'un accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La frontière avait été rouverte après 20 ans de fermeture et le café Peace and Love de Teklit Amare, côté éthiopien, débordait de clients. Un an plus tard, Teklit Amare déambule tristement entre les tables vides de son établissement dans la ville frontalière de Zalambesa. Si les dirigeants des deux pays continuent de se parler, le processus de paix peine à se matérialiser. Pire, la frontière entre les deux frères ennemis de la Corne de l'Afrique est à nouveau fermée. Le poste de Zalambesa a été fermé sans explication fin 2018, suivi par les autres points de passage entre les deux pays. Le rapprochement surprise entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki avait été suivi de la réouverture des ambassades, la reprise des vols commerciaux entre les deux capitales et la multiplication des rencontres et invitations. Mais la joie a vite fait place à la frustration et certains espoirs ont pour l'heure été rangés au placard. Qu'il s'agisse de la signature d'accords commerciaux ou de l'accès de l'Éthiopie, pays enclavé, au port érythréen. D'autant qu'une communication opaque rend les raisons de l'impasse difficiles à identifier. Abiy Ahmed a passé 2 jours à Asmara la semaine passée, promettant de renforcer le processus de paix, mais aucun autre détail n'a filtré. De nombreux observateurs soupçonnent Afewerki Isaias de traîner les pieds car une trop grande ouverture à l'Éthiopie et au reste du monde pourrait le forcer à relâcher la poigne de fer avec laquelle il dirige depuis 1993 l'Érythrée parmi les plus fermés au monde. La capitale du Soudan, Khartoum, a été de nouveau théâtre mardi d'une manifestation. Des centaines d'étudiants, en effet, se sont rassemblés pour réclamer justice pour leurs camarades tués dans la répression du mouvement de contestation. Le rassemblement intervient une semaine après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir entre les chefs de la contestation et les militaires à la tête du Soudan depuis la destitution en avril du président Omar el-Béchir. L'accord n'aborde pas la question des manifestants tués depuis décembre. Brandissant des portraits de camarades tués et des drapeaux soudanais, les étudiants dans le centre de la capitale scandaient 100%. Nous ne voulons pas de compensation. Épicentre de la contestation, un sit-in de milliers de manifestants installés depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer un pouvoir civil a été brutalement dispersé le 3 juin. La répression a fait 246 morts depuis le 19 décembre, dont 127 pour la seule journée du 3 juin et 1353 blessés selon un comité de médecins proches de la contestation. Les autorités ont parlé de leur côté de 71 morts.
Les paramilitaires, les forces de soutien rapide, RSF, sont accusés par la contestation et des ONG d'être responsables de la répression du sit-in. Les négociations sont en cours à Addis Abeba entre les meneurs de la contestation et 3 groupes rebelles faisant partie du mouvement, mais qui ont jugé inacceptable l'accord signé avec les militaires, provoquant la suspension des négociations. Aucune date n'a été avancée pour une reprise des discussions avec les militaires. Le directeur général adjoint de l'OMS a déclaré que l'équipe de la riposte anti-Ebola apprécie la collaboration avec le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo à la suite de sa démission. Il s'agit bien sûr de Oli Ilunga, un départ qui s'est fait sur fond de refus de l'expérimentation d'un vaccin belge. Ibrahim Fall ajoute que l'OMS recommande des essais cliniques pour les nouveaux vaccins anti-Ebola. Suivons ici un extrait de ces propos. Donc nous avons apprécié la collaboration avec le ministre qui a été sur tous les fronts depuis le début de l'épidémie. Mais nous travaillons dans un contexte extrêmement complexe. Nous avons vu les problèmes de sécurité, nous avons vu la faiblesse du système de santé dans cette zone, les besoins des communautés. Donc ce n'est pas réellement une question de personnes, c'est des défis de système. Je ne pense pas qu'il y ait eu des problèmes de leadership. Le ministre était présent partout où il était attendu. Ses équipes étaient décentralisées donc au niveau des sous-coordinations, etc. Mais quand on regarde les choses, toutes les équipes n'ont pas les mêmes capacités. À chaque fois, il a fallu faire des ajustements pour avoir les bonnes capacités au niveau du terrain surtout. Le plus important pour moi, c'est d'avoir les vraies capacités en front-line, au niveau aire de santé. Mais nous sommes plus donc, sur le terrain, sur les aspects opérationnels. Mais ce qui est important pour nous, OMS, c'est d'accompagner donc, le pays sur la base de structures mises en place et d'arriver à contenir l'épidémie avec les partenaires compétents impliqués. L'OMS est au courant de toutes les étapes sur la recherche sur la vaccination. C'est pour cette raison que le vaccin qu'on utilise actuellement, qui est un candidat vaccin, a été recommandé par le comité de sages. Pour les autres vaccins, que ce soit le vaccin Johnson & Johnson ou d'autres candidats vaccins, l'OMS recommande fortement les essais cliniques, qu'on puisse avancer sur les essais cliniques pour avoir donc plus d'informations sur l'efficacité, sur l'innocuité, etc. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun a effectué une visite de travail à la délégation régionale de la fonction publique du nord-ouest du pays. Joseph Anderson a échangé avec les responsables administratifs régionaux des différentes administrations. Ces échanges avaient pour but de toucher du doigt les différents problèmes de ces départements décentralisés. Reportage Narcisse Oub, notre correspondant au Cameroun. C'est dans le cadre de la supervision des opérations matérielles de la phase écrite du concours pour le recrutement spécial de 50 auditeurs de justice d'expression anglaise à l'École nationale de la magistrature de la session 2019 que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, a effectué une visite de travail au nord-ouest, région secouée par les revendications sécessionnistes. Il est donc bon que nous venions sur le terrain voir dans quelles conditions ces agents publics travaillent. Il a été accompagné dans cette tâche par ses principaux collaborateurs et du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique. Le MIFOPRA est allé assurer les usagers de la fonction publique qui n'iront plus sur Yaoundé pour suivre leurs dossiers. L'agent public, quel que soit l'endroit du Nord-Ouest où il se trouve, il n'a plus besoin d'aller jusqu'à Yaoundé pour suivre son dossier. Parce qu'il lui suffit maintenant de venir ici, à la délégation régionale, rencontrer le délégué régional ou un de ses collaborateurs, poser son problème, on va introduire ces données, notamment le nom ou alors le matricule dans CIGIPES, et CIGIPES va sortir tout ce qui concerne sa carrière. Une visite guidée par le délégué régional du MIFOPRA du Nord-Ouest a permis au ministre de toucher du doigt les difficultés de la région, entre autres, et les multiples cambriolages que font l'objet au quotidien les locaux de la délégation régionale. À la fin de la visite, le ministre est allé encourager les candidats aux différents concours, sans oublier au passage de féliciter 2 de ses collaborateurs qui avaient été récemment enlevés puis libérés par des inconnus. À noter, cette visite du ministre de la fonction publique dans la région du Nord-Ouest a été sous forte escorte policière.
Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA.